Westcal couvre 14 départements dans la remise des chiens guides. On ne donne pas des chiens guides que dans le Nord. On en donne dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, la Picardie, la Champagne-Ardenne et la Haute et Basse-Normandie. Donc vous faites partie des départements que l'on dessert. Et on a fait connaissance, M. Dardoise et moi, l'automne dernier, lors d'un forum du handicap à Château-Thierry. Et puis, je lui ai parlé de ces programmes de sensibilisation scolaire. Et c'est ce qui lui a donné l'idée de nous appeler pour venir vous rencontrer. Bonjour, je suis bénévole et administratrice à l'école des chiens guides de Westcal. Je suis devenue malvoyante il y a 8 ans, d'une maladie génétique qui s'appelle la maladie de Leber. Et je suis mère de famille et en ce moment, je suis à la recherche d'un emploi. Voilà, donc Jean-Marie. Jean-Marie Dardoise, responsable du fil d'Ariane de Château-Thierry et du sud du département de l'Aisne, une association de non-voyants et de malvoyants. On dit non-voyants, mais pour ne pas dire aveugles, ce qui est exactement la même chose. Cette association est là pour aider les personnes qui sont non-voyantes ou malvoyantes dans la vie quotidienne, au niveau administratif, au niveau matériel, au niveau moral, au niveau, enfin à toutes les actions de la vie. Et ainsi que pour leurs loisirs, on leur fait aussi on enregistre des livres sur des cassettes, maintenant des CD, pour pouvoir continuer la lecture qu'ils ne peuvent plus suivre aujourd'hui. Je suis accompagné ici de Patrick qui va se présenter. Bonjour, moi c'est Patrick Negrini, j'habite à Château-Thierry. Comme vous pouvez le voir, je suis non-voyant. Avec la canne, ça se voit. Certaines personnes m'ont peut-être vu déambuler dans les rues de la ville. Et donc je fais partie de l'association du fil d'Ariane, d'Ardoise. Et puis bon, je suis là pour vous expliquer un petit peu à quoi sert comment se sert de la canne, ainsi de suite. Vous montrer ce qu'on peut en faire, les inconvénients, les avantages. Merci. Et tu es en attente d'un chien guide. Oui, je suis en attente d'un chien guide pour j'espère, cet été. Pour améliorer tous tes déplacements. Il faut bien se rendre compte qu'avant d'avoir un chien guide, il faut avoir eu ça. Et ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail, c'est très long. Voilà. Et on travaille donc, l'école de Westcal travaille en partenariat avec le fil d'Ariane et toute notre association qui gère une population de personnes handicapées visuelles. Vous avez visionné le film, donc je suppose, avant que vous arriviez. Est-ce que ce film suscite chez vous quelques questions? Aucune question n'est taboue, on est là pour répondre vraiment à toutes les questions, que ce soit le quotidien de la personne non-voyante. On va répondre absolument à tout ce qui vous intéresse de savoir sur ce monde de la différence. La seule chose que moi je demanderais, peut-être que c'est pratique pour Patrick, c'est que la personne se nomme, hein, vous dites votre prénom avant de poser la question, comme ça on va pouvoir vous repérer un petit peu. Comme on ne voit pas, pour nous c'est utile. Voilà, il y a une chose que je fais toujours quand j'arrive dans un endroit, vous arrivez dans un endroit accompagné d'une personne qui ne voit pas, l'endroit est clos, il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de véritable danger, pourtant autour de nous ici il y a plein de dangers. Donc généralement, bon, je prends la main de Véronique, je ne peux pas prendre la main de Patrick, mais Patrick va écouter mes explications. Nous sommes dans un endroit en contrebas, puisqu'on a descendu des marches tout à l'heure, donc par rapport à un couloir. La salle est, on va dire, un peu rectangulaire, presque plus carré que rectangulaire, mais il y a un long côté et un petit côté. Alors les deux petits côtés sont en face de nous, derrière nous, et le plus long côté, il est sur la partie droite et sur la partie gauche de la salle. Il y a un écho parce que la salle est très haute. Au-dessus de nous, il y a une verrière avec des dômes en plastique qui sont courbes. Et en face de nous, donc, on a des élèves qui sont... il y a une allée centrale, et il y a 2 rangées d'élèves de chaque côté qui sont à notre écoute. Il n'y en a pas une qui bouge. Donc, tout autour de nous, on a un couloir, c'est ce que j'expliquais, un couloir qui nous entoure. Et pour arriver dans l'endroit où nous sommes, nous avons descendu des marches qui sont assez dangereuses de toute façon. Nous sommes donc dans le contrebas de cette salle. Voilà. Ça, en fait, c'est un petit détail. Quand vous êtes en présence de quelqu'un qui ne voit pas, vous avancez tout simplement à lui prendre sa main, vous lui expliquez comment est l'endroit où on se trouve. Parce que
il y a une question de repère. Je pense qu'avec l'explication, est-ce que, Patrick, tu fais une représentation un petit peu de l'endroit où nous sommes? Voilà. Est-ce que vous avez des questions à nous poser en avant-première comme ça pour qu'on puisse y répondre? Le film a-t-il suscité des questions chez vous? Madame Texeran, donc. Oui. Alors justement, il y en a une qui voulait savoir comment elle s'appelle. Ah oui, je ne l'ai même pas présenté, mauvaise maîtresse, ma fille. Alors, je suis accompagnée de Panka. Panka, c'est une femelle labrador, mon noir, je précise la couleur parce que chez nous, les non-voyants, les détails, c'est très important. Et Panka me guide depuis 6 ans à peu près. Elle va sur la 6e année de guide. Par contre, elle a 8 ans. Elle va sur 8 ans, puisqu'il faut à peu près 2 ans. Voilà. Elle est petite, mais c'est le vrai labrador. Le labrador n'est pas grand. Déjà, on m'a demandé que vous dites ton prénom, de façon à ce qu'elle repère ta voix. Vas-y. Vas-y, donc exprime-toi. Je vais savoir pourquoi elle est petite. Parce que c'est une pure race. Et les labradors, il faut savoir que les labradors sont petits. Bon, maintenant, comme les non-voyants et la génération actuelle, hein, qu'on est non-voyant ou pas non-voyant, la génération est de taille très grande. Donc maintenant, on fait des croisés labrador et golden, bon, pour avoir la hauteur du chien un peu plus haut. Mais on adapte le chien, la hauteur du chien par rapport à la personne aussi. C'est important. Je ne vais pas avoir un chien très haut pour avoir mon bras comme ça. Par contre, je ne vais pas avoir un chien encore plus petit, style Yorkshire, pour avoir mon dos comme ça. C'est pas possible. Donc on adapte vraiment le chien par rapport au non-voyant. Ce que vous pouvez peut-être expliquer, Patrick et puis Véronique, c'est qu'est-ce que vous percevez ici par rapport à l'endroit où nous sommes? Patrick, est-ce que tu perçois quelque chose, des clartés ou pas du tout? Est-ce que tu expliques un petit peu ta perception des choses? Moi, je perçois rien, évidemment. Quelle est l'origine de ta maladie? Je suis né au monde déjà. Tu es non-voyant de naissance? Non, non. Pas du tout. J'étais à moitié non-voyant. J'avais un œil qui était perdu à la naissance et l'autre, elle était très fatiguée. Voilà. La rétine pigmentaire, c'est un maladie virus génétique, voilà, qui est transmis par les parents. Moi, c'est le papa qui est là. Donc, qui s'est trouvé aussi non-voyant à l'âge de 48 ans. Et moi, j'ai attrapé le virus et j'ai 2 frères qui ont la même chose. Voilà. Et dans cette phase, donc, moi, je perçois. Je la sens très grande par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je sens qu'elle est très grande, très volumineuse. Et puis, c'est marrant le sens du carré ou du rectangle. Donc, je le sens pas trop, je sens plutôt des harmonies partout. Alors, donne-moi ta main. Voilà. Donc, la salle est comme cela, très haute, et elle est entourée d'un couloir. Voilà, alors ça doit être le couloir. Est-ce qu'il n'y aurait pas des parties vitrées? Il y a des parties vitrées. Bon, déjà, le dôme qui est au-dessus de nous est complètement clair, opaque, et il y a des portes dans le couloir, un peu partout, dont la porte d'entrée par laquelle on est arrivé, qui est sur notre gauche. Voilà, donc il faut J'ai savoir que... tourné un peu parce qu'il y a des airs en face de toi et ils sont un petit peu sur ta gauche. Excusez-moi. Il faut savoir qu'au niveau de la résonance, la vitre ne résonne pas, ne sont pas pareils une vitre qu'un mur. Ça ne résonne pas pareil. Le contact qu'on a. Et ça doit être ce toit vitré et puis ces carreaux qui font une impression de plus grand. Que ce que je t'ai expliqué, peut-être. D'accord. Et toi, Véro? Alors moi, je suis donc malvoyante suite à une maladie génétique aussi. C'est une maladie qui s'appelle la maladie de Leber, qui est encore considérée comme orpheline, mais en même temps, on s'aperçoit de plus en plus que dans le Nord-Pas-de-Calais, on est plus de 1000 à l'avoir. C'est transmis, alors il y a 2 grandes branches, c'est transmis de mère en fille ou de mère en fils, selon la branche qu'on fait partie. Bon, moi, la branche, c'est de mère en fille. J'ai 3 enfants, mes 3 enfants sont porteurs, sauf que mon garçon, si un jour il y a la maladie, il ne transmettra pas. Hein, la maladie s'arrêtera à lui. Mes filles, par contre, avec les progrès de la médecine, s'ils veulent des bébés, il faudrait qu'ils font par vitro, ça serait beaucoup mieux pour eux parce qu'au moins on pourra trier les gènes malades. Mais ça, c'est leur choix, c'est à voir. Hein.
Donc, qu'est-ce que je perçois? Je perçois le jour et la nuit. Ça, alors, dès qu'on perçoit le jour et la nuit, on est considéré comme malvoyant. Ensuite, cette salle, pour moi, c'est vrai qu'elle résonne. Alors, je suis contente qu'il n'y a pas de brouhaha, parce qu'avec le raisonnement et un brouhaha, on ne pourrait pas capter vos paroles. Alors, cette salle elle résonne beaucoup. C'est peut-être le fait qu'il y a beaucoup de vide, c'est vrai. Le dôme, enfin la lumière en haut, je l'aperçois. Et pour moi, ça me fait même mal un petit peu aux yeux parce que c'est trop éclairé. Le sol il est blanc. Enfin, blanc ou couleur très claire, hein, parce que blanc ou crème, pour moi c'est pareil, mais il est blanc. Et avec Panka qui est à mes pieds, ça fait un contraste. Donc, à l'intérieur, dans des lieux intérieurs, je joue avec les contrastes. Mais bon, j'ai pas le chien guide. Hein. À l'intérieur, souvent, quand je connais les lieux, je me débrouille avec mon fluide et mes repères de contraste. Par contre, à l'extérieur, je ne me sers pas du tout de mes contrastes, ni de mes repères que je pourrais avoir. Je fais totalement confiance au chien. Ça, c'est très très important parce que des fois, les repères peuvent jouer des tours. Hein. Quand on a par exemple, un contraste, ça peut être un panneau publicitaire et ça peut être son ombre. Avec le soleil, l'ombre, pour moi, ça va être un mur. Alors, je me recule. Donc, c'est pour ça qu'à l'extérieur, je ne me sers pas. Voilà, donc je ne vois plus les couleurs, je ne vois plus les écritures. Vous êtes confondu dans le noir. Et par contre, je ne perçois pas du tout les portes ni rien. Je vois que les dômes. Il faut que ça soit très très lumineux pour que je perçoive une luminosité. Alors, on a eu sur le flanc des maladies donc de l'œil qui apportent la cécité. Le glaucome apporte donc la cécité. Un glaucome qui n'est pas soigné peut dégénérer jusqu'à la non-voyance et la perte des yeux complète. Le glaucome, c'est quoi? C'est de la tension dans l'œil. Si vous avez l'occasion d'aller chez votre ophtalmo pour une visite de routine, faites-lui prendre votre tension de l'œil. C'est une sécurité, ça lui prend 20 secondes. Mais pour vous, vous savez si votre œil est sain au niveau de sa tension. C'est comme la tension en fait artérielle, hein. Mais là, la tension des yeux, si elle est élevée, elle peut être annonciatrice d'un souci par la suite. Bon, la rétine pigmentaire, on l'a évoqué avec Patrick tout à l'heure, la maladie de Leber, le diabète peut être à terme entraîner une cécité. Il y a aussi, bien sûr, l'accident de la vie quotidienne. J'ai autour de moi, donc dans l'association, des personnes qui ont un chien guide et qui ont perdu la vue à la suite d'un accident de la route. J'ai en tête, par exemple, le cas d'un jeune qui, à 28 ans, a eu un accident de la route. Il s'est réveillé 10 jours plus tard, il avait perdu les yeux. Et lui, il vous dirait, je suis dans le noir complet. Je ne vois plus rien, il n'y a plus de message qui passe par ses yeux. Qu'est-ce que vous voulez? Je réfléchis. Oui, mais je ne pense pas que j'ai oublié... La maladie, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est en fin de compte la personne, elle voit en tubulaire, c'est-à-dire en centrale, comme si vous regardiez dans un tube. Donc, vous prenez votre crayon, vous enlevez la mine et vous regardez à travers votre crayon. La personne peut voir de façon centrale et tubulaire. Par contre, il y a d'autres personnes qui ont gardé un reste visuel périphérique, qui ne voient plus au milieu, mais qui voient sur l'extérieur de l'œil. Donc, ces personnes ont un reste ou en bas, ou en haut, ou sur les côtés, mais autour de l'œil. C'est la dégénérescence. J'allais y venir. Donc, il y a des problèmes liés à l'âge. Ça s'appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA. Donc, c'est une autre forme de cécité qui arrive plus quand la personne est âgée après la cinquantaine ou soixantaine, à peu près. Alors tout à l'heure, quand ils ont vu le chien, leur première réaction a été de dire on aimerait bien aller le caresser, le titiller, etc., etc. Alors, un chien guide, par principe, s'il est au travail, il est hyper concentré sur ce qu'il fait et il ne faut pas le déranger. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de faire vos devoirs, vous êtes concentré, il vaut mieux pas qu'on vous dérange, comme ça vous vous concentrez sur votre travail. Alors, là, il peut vous paraître pas au travail. On va dire que là, elle est en veille. On appuie sur le bouton rouge de la télé, elle est en veille. Alors, elle attend les ordres de sa maîtresse. Véronique, volontairement, ne lui a pas enlevé le harnais ni la laisse.
parce que, comme ça, Panka, elle est à l'écoute, elle surveille, vous voyez, bon, elle va pouvoir après se détendre parce qu'on va continuer à parler, mais elle a son harnais. Alors, vous expliquez le fonctionnement d'un chien guide. Un chien guide, pour être chien guide, vous l'avez peut-être un peu perçu dans le film, il se passe 22 mois entre la petite boule de poil et le chien qui sort avec son métier de guide. Chez nous, c'est une école. Nos élèves n'ont pas des jambes, ils ont 4 pattes. C'est la seule différence. Et la grosse différence quand même, c'est que nos élèves, ils passent de l'école maternelle à l'université tout de suite, et qu'ensuite, ils ont un certificat de travail dans la poche, et ils font leur travail, et ils ont leur profession. Vous en avez encore pour quelques années, sans vous décourager, bien sûr. Alors, la petite poule de poil, jusque l'âge de 1 an, on la confie à des familles d'accueil. Qu'est-ce que c'est qu'une famille d'accueil? Ça peut être votre famille, ça peut être une famille de personnes qui vient de prendre sa retraite, ça peut être une famille avec des enfants, ça peut être une famille avec d'autres animaux. Cette famille, pendant presque 1 an, elle accepte d'adopter, j'insiste sur le mot adopter, un chiot. Et pendant presque 1 an, elle va essayer de faire que, dans 1 an, le chien qu'on va reprendre à l'école, il sera bien dans sa tête dans toutes les circonstances. Ça veut dire aller au théâtre, aller au concert, prendre le train, prendre le bus, prendre l'avion, prendre le métro, les escalators, les escaliers, aller dans la foule, aller faire des commissions, pour que le chien, il soit comme les Panka actuellement, c'est-à-dire rien ne l'empêche d'avancer, rien ne l'empêche de faire son travail. C'est ça le but d'une famille d'accueil. Alors la famille d'accueil, elle n'est pas lancée comme ça dans la nature avec son petit chiot. L'école de Wascal donc assure un encadrement pendant tout le temps où ce petit chiot est chez eux. Et puis l'école de Wascal accueille ces familles d'accueil pour qu'elles puissent travailler toutes ensemble avec les chiots, pour qu'on apprenne à ces chiots des exercices un peu précis. La famille d'accueil lui apprend à ne pas monter sur les canapés, à ne pas quémander à table au moment des repas et à se tenir correctement, respecter les autres chiens, puisqu'il ne serait pas question pour un chien guide d'aller rencontrer ses copains de l'autre côté de la rue, d'entraîner son maître ou sa maîtresse de l'autre côté de la rue sans prendre garde. Ensuite, le chiot, donc là il est à l'école maternelle, quand il travaille dans la rue, la famille d'accueil lui fait porter un petit manteau bleu avec un liseré jaune. Quand le chien revient à l'école, c'est un éducateur dont c'est le métier qui le prend en main. Et là, le chien va porter un harnais. Et le harnais, c'est l'autre blouse de travail, en fait, qui est en parallèle, en fait, du petit manteau bleu. Ben, le harnais, c'est pas compliqué, c'est le lien donc entre la personne non-voyante et puis le chien. Et ce harnais, Véronique va vous le présenter et vous décrire ce à quoi il sert. Alors l'harnais, c'est, comme Josiane disait, c'est le tablier de travail. Pour le chien, pendant 1 an, il a porté un tablier bleu avec la famille d'accueil. Et quand la famille d'accueil présentait le tablier bleu, le chiot savait qu'il devait être sérieux, travailler, c'était pas la détente. Par contre, quand le chiot partait avec une certaine laisse et sans manteau, il savait très bien dans sa tête que c'était la détente, c'était le jeu, c'était très différent. Et alors il y avait 2 comportements différents. Quand le chien guide arrive chez le non-voyant, il y a un harnais comme ça. Donc c'est la partie en cuir pour passer la tête. Excusez-moi. Ouais. La lanière passe sous le corps du chien. Pour les non-voyants, c'est facile, c'est un clip comme les cartables de primaire, un pincement au doigt et c'est le clip, ou les valises, il y a ça aussi sur les valises. Et la partie métallique, pour que le non-voyant le tient, c'est la partie où on va sentir tous les messages que le chien guide va nous faire transmettre avec des mouvements de son corps. Donc s'il monte les escaliers, s'il les descend, s'il tourne à gauche ou à droite, l'harnais va bouger et nous on connaît les codes. Quand je suis à la maison, Panka a que son collier avec sa petite clochette, elle n'a pas de laisse, elle n'a pas d'harnais, elle joue, elle vit sa vie de chien, elle a des jouets qu'elle met partout. Et dès qu'elle voit que je pars à la direction de l'harnais, elle lâche son jouet, même si elle est en train de jouer avec quelqu'un, elle lâche son jouet et elle vient d'elle-même
et elle se présente pour aller dans l'armée. Et ça, c'est vraiment le chien guide à part entière qui veut faire plaisir à son maître. C'est pas quelqu'un qui doit te guider, c'est moi qui dois te guider, je suis là pour ça. Hein, Franca? Allez, on y va. Voilà. Alors, elle présente sa tête. Elle ne bouge pas. Donc ça, c'est l'apprentissage des 2 ans qu'elle a eu en famille d'accueil et après avec l'éducateur. J'ai une laisse en cuir comme la vôtre, sauf que nous, on a une petite roue qui est très importante pour passer le doigt, l'index. Ça permet de sentir les mouvements de la tête. Par exemple, quand je suis dans certains lycées ou sur le trottoir, dans certaines villes, il y a beaucoup de choses par terre qui intéressent surtout le labrador. Et la laisse se tend, cette partie ici se tend, donc on lui dit ton nez, allez, ton travail. Et là, tout de suite, elle se remet au travail, la tête haute. Allez, Panka. Voilà, donc on tient l'armée comme ça et on avance. Bon, si je lui demande les escaliers, tout ça, elle va le faire. Et je vais le faire après que tu as préparé, t'as une idée. Donc on se tient de cette façon ici avec l'armée. Et pour Panka, elle attend l'ordre de savoir dans quelle direction je voudrais aller. Si je lui dis devant, elle va aller devant. Si je lui dis à gauche, elle va aller à gauche. Si je lui dis à droite, elle va aller à droite. Mais je ne vais pas marcher avec l'armée tout de suite parce qu'on va faire le déroulement d'une technique à partir du moment qu'on perd la vue. Et donc je vais faire en dernier le déplacement. J'expliquais tout à l'heure que les personnes perdent la vue progressivement ou, par exemple, elles perdent la vue du jour au lendemain. Dans ces cas-là, il est bien certain que le premier guide qui va être le guide du non-voyant, ben, c'est une autre personne, c'est une tierce personne. Et la technique que l'on emploie à ce moment-là, c'est la technique que l'on appelle la technique guidée. Imaginez que vous vouliez aider une personne non-voyante dans la rue. La première chose que vous allez lui proposer, c'est votre aide. Il y a une façon de présenter votre aide. N'ayez pas peur, hein, Patrick. Si vous voyez cette personne veut traverser, vous allez lui empoigner le bras et l'obliger à traverser. Alors, c'est à ne pas faire. La première chose que vous pouvez faire quand vous voulez proposer votre aide, vous vous présentez en disant « Est-ce que je peux vous aider à traverser ou à aller là où vous le souhaitez ?» Et la chose à faire, par contre, je vais ranger ta canne volontairement. Tu es droitier, tu es gaucher? Tu veux prendre à gauche? Voilà. La première chose que vous faites, en fait, c'est de lui proposer votre bras au niveau de votre coude. On va se mettre comme ça, de profil, pour que les élèves puissent bien comprendre. Pourquoi? Je vois, je suis le chien ou je suis la canne, en fait, tout simplement. Et je vais indiquer, sans même parler à Patrick, des accidents de parcours. Moi, je vais les éviter, et sans lui parler, vous allez voir qu'il va comprendre ce que je lui dis. Ok? Donc, on marche normalement. Il y a la place pour passer ensemble. J'arrive à un endroit étroit. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous voyez toutes? Je mets ma main derrière mon dos. Et Patrick, qu'est-ce qu'il a fait? Il se met en file indienne derrière moi. Il a compris que l'endroit où j'arrivais, sans lui dire, hein, est tout à fait étroit et qu'on ne passe qu'à une personne. D'accord? Donc j'ai ralenti un peu mon pas pour vous expliquer, mais j'aurais ralenti mon pas de toute façon. Je passe plus doucement avec lui à l'endroit où c'est très étroit. Je mets mon bras normalement parce que là, on a largement la place pour passer à deux. Voilà. Et on va emprunter l'endroit par lequel nous sommes arrivés sans parler à Patrick. Je me suis arrêtée pour qu'il comprenne. Il a compris déjà par mon bras, je suis plus haut que lui, donc on monte quelque chose. Et qu'on va c'est dangereux. Et je vais m'arrêter aussi à la seconde marche. On a la salle tout le on va reprendre à l'envers. Je vais monter. Si c'était un escalier, je ne me serais pas arrêtée à la seconde marche. Parce que là, on est arrivé sur le palier. Donc, Patrick, je le fais arrêter à la première marche, je le fais arrêter à la dernière marche si c'était un escalier. Pour qu'il comprenne, enfin, de toute façon, j'ai pas eu besoin de te le dire en fait, hein, mais c'est un langage que toute personne non-voyante normalement comprend.
Alors il est bien certain que faire la demande de l'aide de quelqu'un, ça va bien les premiers temps. Hein, on est libre, on essaye de se libérer, puis un jour on te dit « Ah ben j'ai pas le temps de te conduire maintenant, tu vas attendre 3 heures parce que j'ai pas le temps. » Et puis un jour on dit « Ben j'ai pas le temps du tout. » Qu'est-ce qui se passe? Le non-voyant, à nouveau, il est chez lui, il est prostré, il ne peut plus sortir parce qu'il a plus l'aide de quelqu'un. Il faut bien qu'il se débrouille tout seul. Alors l'autre passage, forcément, je vais l'appliquer volontairement et tu vas l'expliquer. Je sais pas si... Le deuxième passage, ben, c'est quoi? C'est Blanchette. Je vais donner Blanchette à Patrick et il va vous expliquer donc son cheminement. Alors voilà, la canne blanche, elle est pliée là. Déjà, c'est très pratique quand on n'a pas à s'en servir. Quand on est à l'intérieur, chez quelqu'un ou ainsi de suite, c'est toujours plus pratique que de la plier. Alors c'est une canne de musique qui est de plusieurs branches avec un élastique au milieu. Vous voyez, ça est tenu par un élastique. Comme une gazelle, pareil, ça se déplie, munie d'une poignée et au bout d'une roulette qui s'ouvre quand elle est nettoyée. Et voilà. La hauteur de ta canne? La hauteur de ma canne est de 1,30 m. Alors la hauteur est suivant la taille de la personne, hein, parce que vous voyez, le travail de la canne consiste à synchroniser la marche avec le mouvement de la canne. C'est-à-dire que la canne elle va faire un mouvement de droite-gauche, c'est-à-dire que quand ma canne va à gauche, mon pied droit avance. Vous voyez, pour être synchro. Comme si... Vous savez, quand vous tenez un poisson vivant par la queue, là, tac, tac, voilà. Donc on imagine que tu es dans la rue, Patrick, et puis tu t'en vas avec ta canne. Donc tu t'en vas avec ta canne. Voilà. Alors je m'en vais avec ma canne. Alors, dès qu'il va y avoir un obstacle, vous voyez, peu importe l'obstacle, ma canne va... Alors, il va falloir que je cherche un passage. Tu peux tout à fait contourner, vas-y. En sachant que tu arrives à l'endroit à ta droite, non, moi j'irai à ta droite plutôt, pour le faire passer là justement. Parce que là il va en balayant, voilà. Est-ce que, alors arrête-toi et puis explique, s'il était dans la rue, qu'il cogne avec quelque chose, donc sa canne, tu analyses en fait, voilà. Là il y a un son différent de ce que tu viens de toucher. Donc on va chercher le passage. Toujours en balayant, sans arrêter le balayage. Hein. Tu as bien senti avec ta canne que c'était étroit sans savoir exactement ce que tu traversais là. Voilà, c'est simple. Pas très simple, non. Ça demande beaucoup de travail avant, ça demande de la rééducation. Alors ça s'apprend, hein, ça s'apprend. Tu as mis combien de temps à... Je vais te donner mon entre le moment... Entre le moment moi, où j'ai perdu la vue et que j'ai su me débrouiller dans le château, Thierry tout seul, ça a pris 4 mois et demi. 4 mois et demi de travail. À raison de combien par semaine ou par jour? Bah, c'était dans un centre de rééducation à Marly-le-Roi. Donc en plus de la locomotion, on apprend à se débrouiller chez soi. Hein, dans ta vie journalière? Dans ma vie journalière, voilà, c'est ça. Donc c'était 7 heures par jour. Voilà. 7 heures par jour pendant 4 mois et demi. Il ne faut pas penser que quelqu'un... On perdrait la vue du jour au lendemain. Il est bien certain qu'on ne va pas du jour au lendemain pouvoir aller dans la rue. Il faut beaucoup d'abord de volonté. Passer la période de deuil de la perte de la vue. Oui, et puis aller au-devant. Voilà. Parce qu'on ne perd pas la vue et puis que le lendemain on prend la canne. Ça, il faut déjà très longtemps pour l'admettre, la canne, hein, parce que c'est très difficile. Hein, c'est très difficile. Et puis, moi, je voudrais insister surtout sur le point que, avant de passer au chien, on est obligé de passer par là. Ça, c'est obligatoire. Certaines personnes se figurent qu'on prend un chien comme on achète un beefsteak. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Patrick, et je rebondis tout de suite parce que c'est vrai que l'obligation de la canne avant d'avoir un chien, c'est uniquement pour que la personne malvoyante sache se déplacer en sécurité, surtout pour les traversées. Parce que les traversées, le chien ne nous traverse pas.
le non-voyant doit apprendre à utiliser toutes ses fonctions autres que ses yeux, ses oreilles, ses pieds. Hein. Ça s'apprend en même temps que la canne. Et en même temps, on apprend les masses, les échos. Hein, parce que quand on passe sous un préau, ben, ça fait tel bruit. Pour nous, c'est des repères. Hein, quand ça fait un vide, une entrée de parking, ça fait un vide, c'est des repères. On n'a plus la même sensation. Quand on a une rangée de maison et après un vide, une entrée de parking, on va savoir dire, bah, tiens, là il y a une ouverture. Attention, il y a peut-être une voiture qui va sortir. Et tout ça, ça s'apprend par rapport à la canne. Et c'est très, très important. Et quand on a le chien, c'est vrai que la canne nous a bien servi, puisque quelque part, ça nous a permis d'aller voir d'autres personnes. On a avalé entre guillemets, notre handicap, puisque passer au passage de la canne, c'est afficher son handicap. C'est comme quelqu'un qui sort pour la première fois avec son fauteuil roulant. Il affiche ouvertement devant les gens. Ben, moi, je suis peut-être pas comme vous, j'ai une différence, mais je sais faire. Donc, Patrick, il dit de vraiment vrai là-dedans, et je suis tout à fait d'accord, pour avoir le chien guide, il faut absolument connaître le b.a.-ba de la canne blanche. Il ne faut pas oublier non plus qu'un jour, le chien peut être malade, ou avoir quelque chose qui ne puisse pas travailler, donc la personne, si elle a besoin d'aller quelque part, elle est toujours obligée de monter sur la canne. Voilà, tout à fait. C'est le passage obligatoire, en fait. Bon, Jean-Marie, tu as une anecdote à raconter sur la canne? Oui, c'est une jeune dame qui mariait un enfant de 4 ans et qui a subitement perdu la vie. Donc elle savait très bien que sa petite fille ne la verrait plus, etc. Et elle était complètement désolée. Elle était dans la première période, une période de panique, de ras-le-bol, de déprime, etc. Et cette jeune dame, par l'intermédiaire de l'action sociale, elle vient me trouver. Elle m'explique sa situation, tout ça. Alors donc, il a fallu lui remonter le moral. Puis je lui dis, bah, vous savez pas, une canne, ça serait bien quand même pour vous, pour aller chercher votre enfant à l'école. L'école n'est pas loin, elle est à 200 mètres, il fallait le faire quand même. Hein. Et là, il y a dans ce village une route nationale qui passe, et il fallait qu'elle traverse cette route nationale. Il me dit, non, je ne veux pas prendre une canne à mon âge, ça ne se fait pas, tout le monde va penser que je suis handicapé. Ah, je lui dis, mais il faut l'accepter comme on est. C'est tout, elle refuse. Un mois après, elle vient me retrouver avec sa maman. Elle me dit, je pourrais avoir une canne? Ah, je dis, tiens, tu veux une canne, toi? Bah, je croyais que tu n'en voulais pas. Elle me dit, oui, j'ai une canne. Mais je dis, comment ça se fait? Du jour au lendemain, tu demandes presque une canne. Elle me dit, parce que j'ai emmené mon enfant à l'école, j'ai traversé la nationale, et heureusement que ma fille, c'était à l'aller, c'était pas au retour. J'ai traversé la nationale, un camion a pilé juste devant moi, et tout le monde m'a dit autour de moi que si j'avais eu ma fille, eh ben, elle aurait passé sous le camion. Donc, elle s'est retrouvée choquée de ce fait-là, et suite à ça, elle m'a demandé une canne. Et quand je lui ai eu quelques temps plus tard la canne que je lui ai commandée, je lui ai présenté la canne, et elle s'est mise à pleurer. Oh, je lui laisse la parole maintenant. Et cette canne, normalement, elle est vendue avec un aiguille. Enfin, certaines cannes sont vendues avec un aiguille. Bon, ben, je dis, écoute, Stéphanie, tu prends la canne et l'étui, tu la mets dans ta poche de ton manteau, et tu la laisses dans ta poche de ton manteau pour l'instant. Tu la sortiras que quand tu seras prête à t'en servir. Et elle est un moment dans le manteau, après elle a commencé à s'en servir dans sa maison, à l'intérieur, et petit à petit elle est sortie avec la canne et maintenant elle ne peut plus s'en passer. C'est l'histoire de la canne et de la personne qui au départ, manifestement, ne voulait pas du tout de canne, parce qu'à 24 ans, pour elle, une canne, c'était les personnes âgées, c'était les personnes handicapées, c'était l'identité qu'on lui donnait, etc. Voilà, c'est tout. Il y a ce refus justement par la canne d'afficher son handicap. Hein. J'ai beaucoup de non-voyants qui me le disent, qui viennent à l'association en disant « Ah non, si pour avoir un chien il faut la canne, il n'y aura pas la canne parce que j'ai pas envie d'afficher mon handicap. » Et c'est là tout le travail psychologique en fait à faire sur quelqu'un qui a perdu la vue, de lui faire accepter qu'il sera différent de toute façon qu'il le veuille ou non, et que s'il veut sortir et dépasser tout cela, il faut bien qu'il passe par le cheminement de la canne. Ce qu'on va faire avec Panka, on va peut-être lui demander d'aller... voilà, je vais la précéder pour qu'elle me suive, puisque ici on est... et puis je vais te laisser prendre les escaliers. Alors, ce que vous allez voir avec le chien, il faut bien vous imaginer que c'est pas naturel pour Panka. C'est un endroit fermé, donc c'est pas naturel. Elle va faire son travail, elle va m'éviter les obstacles ou elle va me donner les marches. Mais il ne faut surtout pas l'appeler. Si je passe à côté de vous, ne la caressez pas, parce qu'elle est au travail. Hein. Et donc, la meilleure façon de voir un chien guide,
bon, je sais qu'à Château-Thierry, il n'y en a pas, mais bientôt Patrick aura son chien, c'est de regarder au loin, quand Patrick aura son chien, regardez Patrick au loin avec son chien guide, et là vous verrez le véritable travail du chien dans la rue. Parce que les gens, souvent ils s'arrêtent et ils posent au moins pendant 10 minutes le temps de regarder tous les obstacles que notre chien peut nous éviter. C'est même imaginable. Bon, on est pancarte. On y va? Non, c'est pas à gauche, c'est à droite. Voilà. Elle est bien connue, sa droite, c'est à gauche. La caméra. Non, pancarte. Ah, allez, on y va. Allez.